Bienvenue dans ce nouvel épisode de Déo et Débat. Aujourd'hui, on va traiter un nouveau sujet qui sont les coulisses du marketing d'influence. Donc, pour échanger sur ce sujet, aujourd'hui, à mes côtés, Fatma Martoug, Bonjour. la fondatrice, bonjour Fatma, la fondatrice de l'agence Adverboost, agence de communication 360 degrés. Yes. On insiste sur le 360 degrés. Depuis 13 ans déjà, le temps passe vite. Bienvenue à toi, Fatma. Merci, Ryan. Et Chérine Guiga. Coucou. Welcome. Chérine, aujourd'hui, on t'a connue sous plusieurs casquettes. Actrice, TikTokeuse. Enfin, vite fait actrice. Actrice quand même. Actrice quand même, ok. Voilà, actrice. Ça me va. TikTokeuse, influenceuse, responsable dans un magazine. Oui, de courte durée aussi. J'étais responsable mode dans un magazine. Mais ça fait tellement longtemps que je suis surprise qu'on ait sorti que les cette archives. enquête a sorti ça, cette archive. Ouais. Eh bien, écoute, je t'invite à te présenter, à nous dire qui est-ce que tu es aujourd'hui. Alors, je suis pas grand-chose. Enfin, j'estime que je suis pas grand-chose. J'estime que je suis moi, Chérine Guiga, de mon nom de jeune fille, Egmati de mon nom de mariée. Je me suis mariée 3 fois. C'est important que je le dise parce que ça fait partie de moi. C'est mon histoire. J'ai 4 enfants. Je suis de formation de femme au foyer. J'ai été femme au foyer par choix. Et parce que j'avais aussi une certaine aisance financière qui me permettait d'être femme au foyer. Je tiens à préciser parce que c'est pas évident pour toutes les femmes d'être femme au foyer. Des fois, l'argent t'oblige le manque de moyens t'oblige à travailler. Donc je tiens à préciser que j'avais quand même une aisance financière. Qu'est-ce que je pourrais dire sur moi ? Je suis une rêveuse, une artiste. J'ai l'âme d'une artiste, on va dire. J'aime pas dire que je suis une artiste parce que j'estime que c'est les autres qui te déterminent comme artiste. C'est pas toi-même, tu vois. Le hasard fait bien les choses parce qu'aujourd'hui, on est dans la villa des artistes. Ouais. qui nous a été mise à disposition par Landlord. Et je crois que rien ne se fait par hasard. Ouais. C'est incroyable parce que tu vois, ça, je ne savais pas chez toi. Et aujourd'hui, on t'a accueilli dans un contexte très artistique. Et je remercie d'ailleurs Landlord pour ce partenariat aujourd'hui et j'espère beaucoup d'autres pour la suite. Donc, ravie de découvrir ta personne. Merci, moi aussi, je suis ravie d'être là. Et je voulais juste une petite question d'entrée de jeu. Est-ce que je dois parler français ? Parce que je vois que tu parles français, du coup, je sais pas. Tu me réponds en français. Et je te réponds en français automatiquement, vu que j'ai un peu plus d'aisance, mais est-ce que je dois parler français, ou est-ce que je peux parler les deux, ou est-ce que je dois parler arabe ? Comment ça se passe ? Normalement, on devrait parler anglais. Là, c'est pire. La logique, ce serait de parler anglais, parce qu'on est un réseau international. D'accord. Et du coup, le français, c'est la langue qu'on utilise dans tous nos réseaux pour être comprise par notre public. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à faire des émissions en anglais. En anglais. On t'invitera, Chérine, à l'occasion. Non, m'invite pas. Mais français, enfin voilà, français pour des raisons pratiques pour notre communauté qui nous suit. Moi, ça me va. Hein. Après, très bien. Super. Pour pas qu'après mes abonnés ils disent ouais, pourquoi tu parles français ? Super. Bon, t'inquiète pas, on va parler français, ça va très bien se passer. Je prends la responsabilité. Okay. Fatma, oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le marketing d'influence ? Je ne vais pas faire toute une leçon par rapport au marketing d'influence, mais ce que je peux dire, c'est que le marketing d'influence a toujours existé. Après, on ne l'appelait pas forcément pareil. On appelait les gens comme des leaders d'opinion, des icônes de mode, des stars. Mais tout le monde est influenceur quelque part, même des parents, des amis, des gens qu'on connaît. Tant qu'il y a une influence, il y a ce métier d'influence ou ce marketing d'influence. Après, c'est les formes qui ont changé. C'est-à-dire qu'avant, ça se faisait par rapport, c'est-à-dire de bouche à oreille. On présentait des gens lors de soirées, on invitait des gens dans des soirées spéciales justement pour des lancements ou des événements d'inauguration, etc. Mais après, vu qu'il y a eu le boom des réseaux sociaux, donc
forcément, c'est devenu sur les réseaux sociaux et c'est devenu un métier. Avant, ce n'était pas vraiment un métier. Aujourd'hui, ça l'est. Et donc, on voit des influenceurs, que ce soit sur Instagram, TikTok et les autres réseaux à venir, mais également... même LinkedIn aujourd'hui. LinkedIn, oui. Il y en a, je les appelle les LinkedIneuses. Moi, je dis qu'il y a des influenceurs visibles et des influenceurs invisibles. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Moi, je trouve que c'est un modèle de société, en fait, oui. qui est adapté à notre époque. Un modèle de société, il y a toujours un leader et des followers. C'est le modèle de la société. Aussi. Comment elle a été créée, en fait, la société. C'est vrai. Et aujourd'hui, ça s'applique sur les réseaux. Après, il y a de bons et de mauvais leaders. Exact. Ouais. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Donc, par rapport au marketing d'influence, maintenant, j'aimerais avoir ton avis à toi, Chérine. Tu as commencé depuis combien de temps dans ce monde? Moi, j'ai commencé sur TikTok, à faire des vidéos TikTok de comédie, pour le fun, la vérité, pendant le Covid. Et après j'ai commencé à avoir de la notoriété. Et je me suis dit, pourquoi pas. J'étais sur Facebook, j'étais sur TikTok, ensuite j'étais sur Facebook. Et puis j'ai dit, pourquoi pas sur Instagram. Donc, pour étendre juste ce que je faisais. Et ça a pris sur Instagram. Donc, ça fait 4 ans, 2021. Disons, sur Instagram depuis 4 ans. Sur les réseaux depuis 5 ans. Et sur ces 4 années, est-ce que tu as vu un changement au niveau de l'influence, au niveau de la manière de partager? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? À mon niveau, à moi, oui. J'ai vu des changements, des hauts, des bas. Comme l'émission. Comme l'émission, voilà, parce qu'on y est. Mais par contre, au niveau de monsieur, madame, tout le monde, j'y ai pas vu beaucoup de changements, la vérité. Malheureusement, j'ai envie de dire. Bon, après, je suis un peu pessimiste sur le coup, mais il y a eu quand même des petits mouvements comme Body Optimist, machin, des trucs comme ça qui font du bien, quoi. Qui font du bien sur les réseaux, parce que c'est quand même assez fake tout ça. C'est quand même assez narcissique, assez... De mettre à la caméra, de se montrer. Oui, c'est quand même assez spécial comme monde, je veux dire. Donc oui, quand il y a des comptes, de plus en plus de comptes qui sont contre-tendance, contre-trend, qui ne rentrent pas dans le moule. Oui, c'est bon. Donc en fait, je vais répondre à ta question. J'ai répondu à ta question trop vite parce que j'aime bien noircir un peu le tableau des réseaux parce que c'est un peu ma quête. Je suis sur les réseaux, mais je suis dans le système pour détruire le système de l'intérieur. Non, je rigole. Non, mais quelque part, à un moment donné, j'avais cet objectif d'être dans le système pour le détruire de l'intérieur. Mais bon, j'ai vite laissé tomber. Mais il y a eu quelques changements. Oui. Il y a plus d'authenticité quand même sur les réseaux. Oui, exactement. Et ça devient à la mode, surtout. Et l'authenticité devient à la mode. Du coup, elle n'est plus authentique. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Exactement. Donc oui, il y a eu quelques changements. Mais en tout cas, moi, j'ai bidouillé mon micro. Moi, j'ai changé. Je suis passée par plusieurs phases dans mon Instagram, dans tes réseaux. Dans mes réseaux. Oui. D'accord. On y revient juste après. On y reviendra sûrement. Fatma, aujourd'hui, justement, dans ce monde qui peut être authentique, qui suit les trends, etc., comment est-ce que toi, tu fais en tant qu'agence? Comment est-ce que tu choisis les personnes avec qui tu travailles pour le compte de tes clients qui sont les marques? Comment tu prends ces décisions? Comment ça se passe? J'aimerais juste pouvoir, en fait, ce que je veux vraiment, c'est qu'on a un talk sur ça qu'on a préparé, mais là, je veux vraiment que tu rentres dans le détail. Quelle est la procédure pour aller chercher une créatrice de contenu, puisque des fois on n'aime pas quand on nous appelle influenceuse, on préfère créatrice de contenu. Comment tu les choisis? Comment tu vas les chercher? Comment tu conseilles tes clients, les marques et on peut en parler pendant des heures là. On peut parler de tout pendant des heures. On peut en parler pendant des heures. Bon, c'est pas quelque chose de facile justement de choisir une influenceuse.
Tout d'abord, il faut voir ce qu'attend la marque derrière cette campagne-là. Est-ce que c'est de la notoriété? Est-ce que c'est de la vente? Est-ce que c'est avoir un nombre de vues qui va éclater? Donc, en fait, ça va dépendre des attentes de la marque, ça va dépendre de l'ADN de la marque. C'est quoi ses valeurs? Pour pouvoir justement trouver l'influenceuse qui va épouser ses valeurs. Je vous parle de quelques détails. Par exemple, aujourd'hui, il y a des marques qui n'acceptent pas d'avoir des influenceuses qui ont fait de la chirurgie esthétique, par exemple. On ne le dit pas clairement, mais sérieusement, sérieusement, j'ai des marques qui ont refusé parce qu'il y a eu quelques opérations. Quelques opérations. Lol. Lol. Je te dirai quelles sont ces marques-là après. Ouais, mais jamais chose, mais en passant. Tu n'étais pas disponible. Ah ouais? Ah oui. On va régler nos comptes, Fatma. Régler nos comptes. Tu n'étais pas disponible, Chirine. Je te le dis. Hashtag. Hashtag, je te le dis. Cache. Bref, donc en fait, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Donc, comme j'ai dit, le but de la campagne, l'ADN de la marque, le budget aussi. Des fois, on n'a pas forcément le budget. De la disponibilité de l'influenceuse également. Si elle a d'autres marques qui sont concurrentes également. On va éviter pour justement avoir un peu plus de crédibilité. Donc, c'est quand même beaucoup de paramètres à prendre en considération pour choisir une influenceuse. Est-ce que tu arrives à avoir une totale transparence de ces influenceuses quand tu les choisis? Après, si tu leur demandes quel est votre rendu, on met quand même un investissement dans ces profils. Derrière, est-ce qu'elles sont suffisamment transparentes sur leurs réseaux, sur ce qu'elles rendent? Parce qu'on sait qu'il y en a qui achètent leurs followers. Oui. Des fois, moi, je rentre sur des comptes, je vois qu'il y a des millions de followers, mais très peu d'interaction entre avec c'est pour ça qu'il y a des stats. C'est ça? Est-ce qu'elles sont transparentes? Est-ce qu'elles acceptent de l'être? Comment ça se passe à ce niveau-là? Généralement, les influenceuses avec qui je travaille, elles m'envoient leurs statistiques. Mais je ne vais pas te mentir, Ryan, moi, j'ai des outils dans l'agence qui me permettent de savoir à l'instant T quel est son taux d'engagement, qui sont ses followers, est-ce que selon l'âge, selon le sexe, selon leur centre d'intérêt. Donc, ça me permet aussi d'avoir une idée sur ce qu'elle a réellement. Après, ce que je ne peux pas savoir, c'est par rapport aux messages qu'elle reçoit, est-ce que les gens sont vraiment réactifs à ce qu'elle va mettre en story ou en publication. Donc ça, je ne peux pas le savoir. Enfin, on n'a pas les accès pour le savoir. Mais tout ce qui est engagement, tout ce qui est nombre de vues, tout ce qui est nature et âge des followers, ça, on a accès à ça sans même les demander. D'accord. Donc, d'où l'intérêt de préférence de passer finalement par une agence, parce qu'une agence, elle va te permettre de faire tout ce travail. Parce que très souvent, je vois des marques qui passent directement en contact avec la personne. Oui. On n'est pas là pour promouvoir les agences ou quoi que ce soit. On est vraiment là pour parler d'une manière très transparente. Oui. Moi, en ayant accompagné beaucoup d'entreprises, souvent, elle me dit je vais contacter une telle ou je vais appeler telle, je la connais, on va travailler ensemble. Mais finalement, selon ce que tu es en train de dire, c'est pas forcément la meilleure des démarches. C'est pas la meilleure des démarches. Moi, je dirais qu'une agence, c'est comme un dictionnaire qui va parler et le langage de l'annonceur et le langage de l'influenceuse, qui n'est pas forcément, ou un traducteur, on va dire. C'est-à-dire que influenceur et annonceur ne parlent pas forcément le même langage. C'est pour ça que avoir un intermédiaire est toujours souhaité, on va dire. C'est pas qu'ils ne pourront pas, mais c'est exactement. Après, ça dépend de la stratégie de la marque aussi. Ça dépend de la stratégie. C'est pas seulement pour avoir un retour sur l'investissement quand on investit dans une influenceuse. C'est-à-dire que tu la payes, je sais pas moi, genre 1500 dinars. Tu es une petite boutique qui vend des petits gâteaux. Oui. Un exemple. Hein. C'est très difficile pour avoir le retour sur l'investissement quand tu vends des petits gâteaux de dinars. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une campagne de marketing, en fait. C'est comme quand tu payes une actrice, tu la payes des millions, mais tu ne vas pas avoir de retour sur l'investissement. Tu vas juste véhiculer une image. Oui. Et voilà, en fait, c'est pour ça que tu payes ce marketing-là. Oui. Donc, ça dépend de la stratégie de la marque. Si tu veux avoir un retour sur l'investissement, si tu veux juste te faire connaître, si tu veux te faire connaître selon cette personne-là,
ses valeurs, ce qu'elle dégage en fait. Mm. Et c'est pour ça qu'on choisit des acteurs et pas d'autres, pour ça qu'on choisit des influenceuses et pas d'autres. Enfin, c'est ton identité finalement que tu veux véhiculer sur les réseaux. Donc ça dépend vraiment, agence, en B2B, ça dépend. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, je n'ai pas l'impression que les personnes qui passent en direct sont suffisamment conscients du travail qui doit exister en amont. Mais oui, mais parce que c'est du marketing, ça s'apprend. Enfin, je veux dire, c'est un métier. C'est un métier à part entière. Et aujourd'hui, tout le monde fait du marketing. Même les influenceuses font du marketing. Oui. Elles-mêmes, je veux dire, elles se marketent elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Elles se vendent elles-mêmes, alors que le marketing, c'est de la manipulation, hein, qu'on le veuille ou non. C'est positif ou négatif, mais c'est de la manipulation. Faut manipuler assez les gens pour qu'ils aient envie d'acheter quelque chose, même s'ils ne sont pas convaincus de cette chose-là. Et tu vois ce que je veux dire? Donc, tout le monde fait du marketing, finalement, alors que toi, je vais jouer l'avocate, bien sûr. Pourquoi? En fait, c'est juste, on va dire qu'on va montrer les atouts. C'est comme quand tu es une femme, tu es belle. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en te maquillant, tu es encore plus belle. Oui. C'est juste que tu vas mettre tes avoirs. La chose, oui, voilà, c'est tout. Mais je ne vais pas te vendre du fake, entre guillemets. Mais là, mais ceux qui le font, sincèrement, c'est pas des campagnes. Mal, voilà. Exactement. Ils le font mal. Voilà. C'est ce que je suis en train de te dire, c'est que tout le monde fait du marketing. Oui. Alors que c'est un métier part entière et il faut bien l'étudier. Il faut bien l'étudier. Mais Chirine, comment tu choisis toi les partenaires avec qui tu travailles? Comment tu choisis les marques? Est-ce que tu préfères être approchée directement par une marque ou est-ce que tu préfères passer à travers une agence avec laquelle tu vas travailler peut-être plus en détail sur certains KPI? Ou comment tu es approchée? Comment est-ce qu'on t'approche? Je sais qu'à un moment donné, tu as commencé l'influence et on m'a dit que tu avais mis ça un petit peu en stand-by à un certain moment. J'ai totalement arrêté pendant 2 ans. J'ai totalement arrêté. D'accord. Et après, j'ai repris. La reprise a été... C'est récent, quoi. Je viens de reprendre. D'accord. Et pourquoi tout ça? Pourquoi? Alors, j'ai commencé parce que quand j'ai commencé sur Instagram, je vais plus ou moins la faire courte. Hein. Quand j'ai commencé sur Instagram, ça a très, très vite pris. J'ai très vite été contactée pourtant, j'avais que 10K de followers. C'est-à-dire, c'était vraiment une nano Instagrammeuse. Et j'ai été quand même approchée par des marques. Mmh. Et on m'a dit... Et du coup, là, je me suis dit... purée, mais ça marche, quoi. Ça marche vraiment, cette histoire. Je suis personne, quoi. J'ai juste 10K et ça marche. On m'a déjà demandé, on m'a déjà proposé un cachet qui était très alléchant à l'époque, surtout que je venais de divorcer, donc j'en avais bien besoin, la vérité. Et puis, en même temps, j'étais adulée, chouchoutée, t'es belle, t'es ci, t'es là, t'es sympa et tout. Donc, pourquoi pas, tu vois? Donc, j'ai accepté. Et j'ai commencé à faire des collabs, et j'ai commencé à faire des collabs, et des collabs. Et là, j'ai commencé à gagner, mais genre très bien ma vie. Pour une femme au foyer qui gagnait que dalle, qui n'avait pas beaucoup de reconnaissance, à l'époque, je parle de l'ancienne époque, mon ex-mari et tout, il était sympa et tout, mais il n'y avait pas beaucoup de reconnaissance. Je ne vais pas parler de ma vie privée, mais enfin, c'était juste pour dire que c'était nouveau pour moi et que ça me faisait du bien de gagner de l'argent by my own. On va parler anglais, tu vois, que genre j'étais capable, quoi. Et en plus, je faisais des trucs que j'aimais. Donc c'était bingo, c'est bon. Sauf que j'en ai fait, et j'en ai fait, et j'en ai fait. Et à un moment donné, j'en ai fait trop. Et je me suis perdue. J'ai pas perdu mes valeurs et mes principes fondamentaux. Ça, je les garderai toujours. Ce que je suis intrinsèquement parlant, je le suis et je le serai toujours. Il n'y a personne qui peut m'acheter. Personne. Par contre, j'ai commencé à faire des petites choses dont je n'étais pas vraiment convaincue. Je te donne un exemple. Un jour, il y a une dermato qui m'a approchée et qui m'a dit, voilà, Botox, machin. Je suis contre le Botox. Après, je suis contre le Botox, mais je suis une femme. Une femme, et j'ai mes faiblesses. Une femme qui prend de l'âge, c'était pendant ma quarantaine, donc j'ai commencé à prendre de l'âge, donc j'avais des rides. Et je me suis dit, pourquoi pas? Surtout que c'est gratuit, et en plus, je vais être payée. Pourquoi pas? Donc, j'ai tenté une expérience Botox, alors que je n'étais pas convaincue. Et là, j'ai dit, oh là là, Chirine, tu fais quoi là? Tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a eu d'autres expériences. Et certaines marques me disaient, Chirine, tu peux peut-être parler comme ça, tu peux peut-être être un peu moins spontanée. Et je le faisais, et je me suis prêtée au jeu, et j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Et je me suis retrouvée à faire exactement ce que tout le monde faisait. Et surtout, le pire dans tout ça, c'est que ce que je critiquais, eh ben, j'étais en train de le faire.
D'accord. Et je me suis dit, stop, t'arrêtes tout. T'arrêtes tout parce que t'es pas encore assez mature dans ta tête. Tu viens de commencer, t'es comment Maloufa, t'es avide de reconnaissance, avide d'argent aussi. En fait, tu commençais à prendre la grosse tête. Ça, exactement. Je commençais à prendre la grosse tête sans m'en rendre compte, en restant tout en restant modeste. Mais moi, entre moi et moi-même, je savais que je sentais que je commençais à prendre la grosse tête. Et donc, c'est comme un enfant. T'es pas encore assez mature pour un adolescent. T'es pas encore assez mature pour boire de l'alcool. T'es pas encore assez mature pour faire telle ou telle chose. Prends de l'expérience, prends de l'âge et après on en reparlera. C'est ce que j'ai fait. J'ai stoppé, même si j'avais absolument besoin d'argent, mais j'ai quand même stoppé. Et je me suis dit, tu vas prendre le temps de réfléchir et de commencer à peser le pour et le contre et de revoir qui tu es surtout. Donc j'ai arrêté pendant 2 ans, ça a pris quand même le temps qu'il a fallu pour. Le temps qu'il m'a fallu pour. Et puis j'arrivais plus à savoir ce que j'étais en train de faire sur les réseaux. Un coup j'étais violente avec les autres influenceuses, un coup j'étais le témoin, un coup je faisais rire, un coup je faisais pleurer. T'as repris un peu ta mission de départ quand tu disais moi je suis contre le système et j'essaye d'être. C'est ça en fait. Oui, c'est ça, exactement. Pendant 2 ans, tu as essayé de te retrouver. Exactement. Et après, il y a eu ce qui s'est passé dans le monde avec la Palestine, tout ça. Donc, j'étais pas bien. Et je rentrais sur Instagram, je me montrais 2 jours, j'étais comme pompée up, j'étais excitée, machin et tout. J'étais très... Et puis après, je disparaissais pendant 4 mois. Et je me disais, oui, mais moi, je m'accorde le droit de disparaître pendant 4 mois et tout ça. Donc, c'était un peu shakshuka, comme on dit chez nous, c'était n'importe quoi, tu vois. Et maintenant que tu es de retour, j'ai arrêté pendant 5 longs mois. Ouais. Et j'ai repris. J'ai repris avec beaucoup plus de maturité, en sachant ce que je voulais faire et surtout ce que je ne voulais pas faire. Et j'ai repris avec un autre type d'Instagram, le culinaire, parce que c'est quelque chose que j'adore faire et que je fais de toute façon. J'adore cuisiner, c'est cette famille, ma mère nous a transmis cet amour de la cuisine, enfin bref. Et je passe ma vie en cuisine, je me suis dit, mais pourquoi pas filmer ce que je suis en train de faire, quoi. Et ça a très, 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 très bien pris. Et là, je suis assez mature pour accepter quelques collaborations, parce que je sais que je ne vais pas aller au-delà de mes convictions et que ça ne va pas me changer. Et d'ailleurs, il y a dernièrement une marque qui m'a approchée, vite fait, je te la fais vite fait, et il y a une marque qui m'a approchée, quelque chose que j'utilise, cette marque-là, je l'utilise à la maison. Et, mais elle m'a demandé de faire quelque chose qui ne me ressemblait pas. Aussi simple que tourner en studio. Je ne tournerai pas en studio. Je ne tourne pas en studio. Moi, je suis connue pour tourner dans ma petite cuisine, avec mes petits moyens, avec mon chignon d'effet. C'est moi, c'est comme ça que je suis. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis capable de refuser une collab, même si le cachet est très intéressant. Je suis capable... Pour garder ton identité. Pour pouvoir garder mon identité. Et c'est de cette maturité-là que je parle, en fait. Aujourd'hui, je suis assez mature pour voir un peu plus loin que le bout de mon nez. Je suis plus avide, en fait. Ça, c'est top. Et du coup, aujourd'hui, dans les potentielles collaborations qui seraient intéressées pour travailler avec toi, comment, toi, en tant que Chérine, comment tu les choisis? Est-ce que tu as des critères? Est-ce que tu as quelque chose de déjà prédéfini? Est-ce que tu fonctionnes au feeling? Oui, je comment ça se passe? Je fonctionne au feeling, déjà, pour commencer. Je fais confiance en mon instinct. J'ai des critères, c'est-à-dire que oui, il faut que la marque me laisse assez d'aisance pour faire ce que moi je propose. On en parle, on pèse le pour et le contre. Je te dis moi ma zone de confort, et toi tu me dis oui ou non, enfin, t'acceptes quoi. Rappelle-moi la question. Comment tu les choisis? Quels sont les critères? Je l'ai choisi. Il faut que je sois convaincue. C'est soit quelque chose que j'utilise moi-même à la maison, soit quelque chose que j'aimerais utiliser. D'accord. Mais il faut que je sois convaincue. Et il faut que ça soit du qualitatif aussi. Après, c'est ce que... Moi, je me positionne comme ça, tu vois. D'accord. Rien à voir avec le fait que le bas de gamme, c'est... Parce que, par exemple, dans l'électroménager, il y a du bas de gamme, il y a du moyen de gamme, il y a du haut de gamme.
J'ai aucun problème avec le bas de gamme. J'en ai plein d'électroménagers au bas de gamme. Mais après, c'est... Tu n'es pas convaincue toi-même pour pouvoir... Je ne suis pas convaincue parce que même moi, quand je les achète parce que c'est pas cher, mais ça se casse très vite. Oui. Donc, j'ai pas... Ou alors, faudrait que je le dise. Vous pouvez l'acheter, mais ça va se casser très vite. Mais sauf que la marque n'acceptera jamais que tu aies autant de transparence, tu vois. Donc, je préfère utiliser le haut de gamme, on va dire. Chérine, ce que tu es en train de me dire, ça me parle énormément. En fait, réellement, là, on va se retourner vers les marques, les agences. À quel niveau une marque est prête aujourd'hui, Fatma, à s'adapter au monde de l'influenceur ou de l'influenceuse qu'elle a choisi et de ne pas enlever une partie de son identité pour lui imposer ses règles et ses codes? Parce que finalement, pourquoi choisir un influenceur si c'est pour faire pour les mettre tous à la même enseigne. Comment tu gères ça avec les marques? Comment tu arrives à beaucoup de marques vont me détester, bien sûr, mais bon, c'est pas grave. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui imposent des choses aux influenceurs. C'est-à-dire qu'ils ont des campagnes faites et finalement, ils choisissent pas un influenceur, mais un acteur. Finalement, c'est pas... Ils te veulent pas pour ton identité réellement, ils te veulent pour être acteur de leur spot publicitaire ou de leur action ou de leur campagne. Donc en fait, ils te veulent toi avec tes followers, mais dans leur format. Et c'est ce qui devrait changer justement. Aujourd'hui. Et ça a de l'impact, ça, réellement, au niveau des chiffres par la suite? Est-ce que la communauté suit? Est-ce qu'il y a une conversion, selon la volonté de la marque? Alors, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui dépensent tellement d'argent en publicité, télé, panneaux d'affichage, ads, etc. Donc, forcément, tu vas l'avoir. Donc, en fait, ils dépensent tellement en pub à côté, que ça soit panneaux d'affichage, ads, donc forcément ça va être visible. Mais est-ce que tu vas être convaincu? Est-ce que tu vas avoir du plaisir vraiment à utiliser? Est-ce que tu vas ressentir que tu ressembles à cette marque? Est-ce que tu vas comprendre l'histoire de cette marque? Pas toujours. Donc après, ça dépend vraiment des marques. Il y a des marques qui racontent de très belles histoires et il y a d'autres marques qui veulent juste adapter un format de pub télé aux réseaux sociaux. Et ça ne marche pas forcément. Et c'est quoi ton rôle, toi, en tant qu'agence dans ça? Nous, on conseille, on essaie d'imposer. Après, des fois... tu essayes d'imposer quoi, exactement? Certains concepts, certaines différences, justement. Il faut sortir du lot. Après, quand on a des clients, entre guillemets, bornés, nous, en tant qu'agence, on ne les accepte pas forcément. Parce que finalement, c'est là qu'on voit la créativité d'une agence aussi. Parce que finalement, quand un spot réussit, on dit qui est l'agence derrière. Mais quand un spot passe inaperçu, personne ne va demander qui est derrière. Hein. Personne ne demande qui a tourné cette pub ou qui a tourné... Par contre, quand c'est créatif, et je peux parler de plusieurs spots qui ont été faits surtout pour la Coupe du Monde, par exemple, il y a eu de très beaux spots et on se demande toujours qui est l'agence derrière. Donc quand ça réussit, on demande qui est l'agence derrière. Quand ça sort du lot, on demande qui est l'agence derrière. Mais quand c'est comme les autres, entre guillemets, ça ne fera pas de la pub forcément ou de la visibilité pour ton agence. Donc ce genre de client peut être, entre guillemets, bon pour le quotidien, pour pouvoir survivre aussi en tant qu'agence, mais ce n'est pas le genre de client qui vont te faire un an sur la place. D'accord. Ni de plaisir, non. Ni de plaisir. À travailler, parce que ça passe aussi par ça. Tu sens quand tu as du plaisir. Tu sens moi je sens quand je fais une story que je la fais avec plaisir ou à la par obligation. Je la sens. Il y a une énergie différente. Et je trouve que, du moins ici en Tunisie, on ne fait pas assez attention, on ne prend pas assez en considération l'énergie qu'on peut mettre dans un spot publicitaire ou dans une story ou dans n'importe quoi. Dans le marketing, en fait. C'est un art, le marketing. Tu le sais, Fatma, c'est un vrai art. Et c'est pas tout le monde qui peut le... Qui peut le faire ressentir. Oui. Qui peut le transmettre. Exact. Justement, à travers tout ce que tu viens de dire, l'énergie, etc., moi, je vois la notion d'investissement dans tous les cas. Oui, en tant que marque, tu investis. Aujourd'hui, si j'investis dans une influenceuse,
on entend souvent, elle est trop chère, elle se prend pour qui, 5 000 une story, et pourquoi Il y a quoi comme... En fait, qu'est-ce qui se cache derrière ce travail, derrière ce prix? Qu'est-ce qui se cache? J'ai pas envie de trop parler, mais surtout, je m'adresse... Moi, je vais te faire un aveu. Même moi, je trouve que je prends trop cher. Honnêtement. Mais je suis un peu obligée de m'aligner sur les prix du marché. Sinon, j'ai un peu l'impression de me faire arnaquer, tu vois, parce que j'y mets tout mon cœur. Ça se voit d'ailleurs dans une story, j'y mets vraiment tout mon cœur. Quand on me dit, oui, tu peux faire juste 2-3 stories. Non, je ne fais pas juste 2-3 stories. Si je suis vraiment, ce jour-là, si je suis vraiment dans le mood, je peux te faire 48 stories. Tu vois, et les gens vont l'écouter, mais parce qu'ils savent que je suis en train de parler avec le cœur. Donc, je m'investis, franchement, je m'investis. Je suis KO d'ailleurs après une collab, je suis KO, je rentre, je suis exténuée, fatiguée parce que j'ai mis beaucoup d'énergie. Maintenant, les prix du marché, franchement, je ne sais pas. Et je trouve que c'est un peu indécent. Demander autant d'argent, je trouve que c'est un peu indécent parce que, bon, c'est un nouveau métier et on ne sait pas encore comment vraiment le... Il n'y a pas de grille tarifaire. Il n'y a pas de grille tarifaire, il n'y a pas... Mais quand je vois quelqu'un qui a fait 15 ans d'études, un médecin ou autre, hein, et puis il ne s'aligne pas du tout sur une influenceuse. C'est quand même bizarre. Je veux dire, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire. Je suis d'accord. Mais il y a un travail quand même. Il y a un travail, on est d'accord, mais il y a du travail partout. Tu n'es pas devenue Chérine Giga. Mais c'est pas le travail que ouais, oui, vous savez, quand les influenceuses, vous savez, créatrice de contenu, m'appelez plus influenceuse, appelez-moi créatrice de contenu parce que je crée du contenu, parce que j'y mets tous mes sens, toute mon énergie et tout. Ouais, non, mais non, mais non, tu vois, non. Pas à ce point-là, pas au point de demander ce que ton tarif, il est un peu... Donc tu te mets dedans aussi, finalement. Je me mets dedans, oui, bah, je profite du système aussi. Hein. Faut dire les choses comme elles sont, je profite du système. Ouais. Pourquoi pas? Je suis pas Mère Teresa pour dire non, s'il vous plaît, je veux être sous-payée. Non, Oui. à un moment donné, faut être honnête avec soi-même aussi. Mais je trouve que c'est un nouveau métier qu'on n'arrive pas encore à comprendre. C'est comme une star, en fait. C'est comme les stars de cinéma. Les stars de cinéma, on les paye des cachets. Il y a des stars qui sont mieux payées que d'autres. Exact. Et donc, vous êtes sauf que les stars, c'est bizarre parce que c'est pas vraiment des stars, parce que c'est des madames et des messieurs tout le monde. Puisqu'on aime à s'identifier à eux, c'est parce que quelque part, ils nous ressemblent, quelque part, ils font des choses comme nous. Il y a plus cette notion de star genre intouchable, inaccessible, tu sais pas ce qu'elle fait de sa vie, tu connais pas sa vie personnelle. Là, on affiche nos vies personnelles. On affiche notre rythme de vie, nos voyages, nos restos, nos amis, presque nos galipettes, presque. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on est vraiment des stars? Je pense, Chérine, moi, dans mon agence, j'ai connu, disons, l'ancien, entre guillemets, système et le nouveau système, avant le marketing d'influence et après le marketing d'influence. Avant, on choisissait des stars, justement, comme égérie d'une marque de shampoing. Ouais. Et les cachets étaient encore plus chers, énormes qu'une influenceuse aujourd'hui. Ouais. Et on n'avait pas justement cette proximité avec une influenceuse. C'est-à-dire qu'on la voyait justement une façade, une vitrine. Juste une vitrine. Et les gens voulaient savoir, voulaient s'identifier. Oui. Et donc, le marketing d'influence était entre les deux. Exact. Donc, c'est un compromis entre le monde inaccessible du cinéma et amour, gloire et beauté, là, machin, exactement. Et le monde des communs des mortels, tu vois. C'est et on est entre les deux. Oui, mais est-ce qu'on est des stars? Après, aujourd'hui, oui, moi, je dis que oui, les influenceurs sont les stars des réseaux sociaux, hein, sincèrement. Parce que... J'ai un peu de mal, quand même, avec cette idée. Sincèrement. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la rue, tu es reconnu. Ça, c'est fou. C'est fou. Tu es comme une icône de football. Un jour, on m'a demandé un autographe. Mais autographe de quoi, s'il te plaît? Exactement. Autographe de qui? De qui je suis quoi? Je suis en train de montrer mon mari, mes enfants.
Voilà. Mes hauts, mes bas, mes autographes pourquoi je veux dire Après, c'est une pour être question de moi-même. mentalité. C'est peut-être les gens. C'est une question de mentalité, je pense. Après. Non, c'est à l'international. C'est à Oui, l'international. non, mais oui. justement, de mentalité auprès de la On te personne. demande aussi de te prendre en photo ou de se prendre en Est-ce que je photo peux faire avec une photo toi. avec toi? Oui. Et ça peut. Et ça peut, c'est quoi le danger quand ça arrive? La grosse tête. Ça hit, c'est Exact, la grosse bien tête. sûr. C'est la grosse tête. C'est le pour ça qu'il problème. Et faut genre, être, tu te prends pour ce que tu n'es pas, en fait. En fait, Et après, tu demandes des cachets de ouf. C'est ça, parce que tu te prends pour ce que tu n'es pas. Par contre, sur ça, je suis pas tout à fait Vas-y, d'accord. vas-y. Je suis pas tout à fait Convainc-moi, d'accord. s'il te plaît, parce que Je vais pas moi, te je sais convaincre, c'est pas le but. Si, mais si, moi, je vais j'aime juste, être convaincue de quelque chose. J'aime avoir tort, en fait. J'aime avoir tort. Parce que Aujourd'hui, moi, je ne sais pas ouais. trop comment je dois me... Exactement. Ce que les gens ignorent généralement, une influenceuse peut cacher derrière elle toute une société. C'est-à-dire que c'est vrai que tu la vois, elle, mais derrière, il y a celle qui répond aux messages. Tu vois, Chélie, toi, tu as 500 messages, tu n'arrives pas à répondre. Non, j'arrive pas. Il y a des influenceuses qui engagent des gens qui vont répondre aux messages. Oui, alors là, je t'arrête. Oui, arrête-moi. Donc non. Donc, tu n'es pas une influenceuse. Je Tu n'es pas une influenceuse. Si tu ne réponds pas à tes abonnés et que tu les conseilles pas, parce qu'il y a des questions très personnelles. Il n'y a pas juste prix, s'il vous plaît, ou comment c'est l'adresse de la boutique, ou ci ou cela. Tu vois, il n'y a pas que des questions futiles. Il y a des gens qui se confient à toi, il y a des gens qui te livrent leurs secrets les plus profonds. Oui. Genre, je te le dis à toi, je ne le dis pas à ma meilleure amie, je ne le dis pas à ma tante, je ne le dis pas à ma cousine, je le dis à toi parce que je te fais confiance. Oui. Parce que je te fais confiance, il y a le mot confiance. Mais est-ce donc, que c'est ton métier être aussi influenceuse, oui, ça fait partie du métier. Être influenceuse, c'est pas seulement vendre. C'est être psy. C'est être psy, oui, Bah, c'est influencer les gens. Mais à la base, le mot influence, c'est quoi? C'est pas seulement... on se positionne tous sur une société de consommation. Il faut consommer et surconsommer et toujours influencer à consommer. Mais influencer à réfléchir, influencer à... Je suis totalement d'accord. Influencer à se remettre en question, influencer à prendre des décisions dans sa vie personnelle. C'est aussi ça. Oui, mais des fois, on n'est pas vraiment apte aussi à Des fois, le faire. justement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont bons dans leur métier et d'autres non. Exact. Et il y a un point aussi, c'est justement, vous parlez de quantité de messages, d'échanges, etc. Comment tu gères cette intensité quand tu reprends? Ça, c'est la chose la plus pénible pour moi. Parce que d'un côté, tu ne peux pas déléguer, parce que là, c'est pas déléguer. Après, bon, quand je dis déléguer, c'est-à-dire qu'il y a quelques messages qui peuvent être délégués, mais derrière, il y a des influenceuses qui répondent aux messages, on va dire, importants. C'est-à-dire que quand ils se confient, quand il s'agit... Mais quand il s'agit juste de copier-coller une adresse ou de copier-coller un prix ou de copier-coller... Fais des réponses co à ce moment-là. Exactement. Mais même avec les réponses co, Chéline, tu dois le savoir, tu as encore des questions. Même sous la réponse co, tu as une question, s'il te plaît. Fatma, il n'y a pas que ça. Il y a des comptables aussi dans leur société. Il y a des gens qui viennent avec eux pour les filmer. Donc pour on faire perd un l'authenticité, montage. tu vois, on la perd l'authenticité. S'il y a tout ce beau monde là derrière, c'est que voilà, il y a quelque chose qui a été brisé. Pourquoi aujourd'hui, si tu as une amie ou quelqu'un qui va t'aider à monter tes vidéos, tu perds de ton authenticité? Oui, si je ne suis pas présente lors du montage. Et tu peux être présente aussi, mais c'est pas toi qui vas le faire. Oui. Bah voilà. Après, c'est technique, hein, montage de vidéo. Oui, mais ça prend du temps. Tu sais que tu veux que je te dise quelque chose, on m'a déjà proposé. Oui. Et j'ai refusé parce que il y a des fois où j'ai envie de transmettre une énergie, même un message qui... Même moi, je ne sais pas c'est quoi le message, mais quelque chose, tu vois, quelque chose. Et je préfère le faire moi-même parce que je sais qu'il n'y a que moi qui peut le faire. Qui peut le transmettre. On est d'accord. Oui, mais là, je vais juste couper sur un point, parce qu'il y a plusieurs choses que vous avez abordées, et moi, je suis là, à qui je vais répondre, vers qui je vais revenir. Alors, il y a plusieurs éléments. La première, c'est que, en gros, toi, ce que tu es en train de dire, Fatma, c'est que derrière une influenceuse, il y a souvent une entreprise. Oui. Et donc, ça justifierait les frais qui sont demandés, enfin le prix et le montant du cachet. Exactement. Et d'un autre côté, il y a Chérine qui me dit, en fait, moi, ça me prend énormément d'énergie. T'es sur un niveau de qualité qui est quand même extrême parce que les gens te font confiance, ils se confient à toi. Est-ce que moi, j'apprécierais écrire à Chérine et que ce soit une tierce personne qui ait pu voir mon message potentiellement? Non.
Tu vois, il y a ça aussi. Là, on touche quelque chose de très sensible. Oui, exactement. Mais qui est très important aussi, parce que finalement, si c'est une entreprise, est-ce que l'influenceuse n'a pas aussi le devoir d'être transparente sur ce point-là, en disant, je ne suis pas seule à consulter mes messages. En tout cas, en France, le modèle français, ça commence à changer. Oui. Parce que justement, il y a eu des... Maintenant, on met la mention, voilà, ça commence à être réglementé, et pour cause, parce qu'il y a justement des désagréments qui se sont faits, des accidents peut-être des fois. Vous savez, il y a des fans, c'est plus même plus des followers. Ouais. Alors, il y a certaines personnes qui sont des fans. Et donc, elles s'investissent avec toi, elles te suivent et plus encore, moi, tu vois. Donc, il y a des mentions, trucs commerciaux, tu vois, il y a plein de trucs qui sont en train de réglementer. Je te dis, c'est un métier qui n'est pas vraiment... il n'y a pas encore de cadre clair. Il n'y a pas encore de cadre clair. Donc, on commence à... Et d'ailleurs, même fiscalement, on commence à nous tomber dessus parce que... Il faut justifier les revenus. Il faut justifier les revenus, enfin, tout ça, tu vois. Donc, ça va prendre forme. Ça va finir par prendre forme et ça va être plus ou moins clair. Donc, à partir du moment où ça prendra forme, ça deviendra de l'entrepreneuriat des temps modernes. Exactement. Oui. En fait, finalement... On pourra appeler ça un métier. Exactement. Ouais. Sachant qu'aujourd'hui, on l'appelle un métier, mais on n'a pas encore... il n'est pas vraiment accepté comme il est. Se cacher pour dire je suis influenceuse et c'est après, un métier comme un autre. On peut être influenceuse artisanale, comme toi. C'est du handmade, c'est du fait maison, quoi. Et on peut être une influenceuse industrielle. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas les appeler influenceuses. Ah, ou influenceuse de consommation. C'est comme les marques. C'est comme les marques au final. Aujourd'hui, tu as la marque que tu achètes, donc c'est du fait maison et du coin l'autre, voilà. que tu connais, tu as le storytelling qui touche, la vraie histoire, le ruh. Et d'ailleurs, des fois, ça justifie des prix plus élevés que d'autres. Aussi. Et c'est sur ça que je voulais revenir justement. Finalement, moi, de mon point de vue en tant que Ryan, je me dirais finalement, moi, je préférais payer plus cher une personne comme Chérine qui connaît sa communauté très bien, mais en plus dont la communauté est très investie avec toi, qu'une personne qui finalement elle voit sa communauté comme des followers qui suivent et qui achètent et qu'elle peut emmener où elle veut emmener. Le monde est futile, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le monde est futile. Mais finalement, moi, je reviens sur ma question de base, qui était l'idée du prix. Finalement, un prix peut être justifié par la qualité de ce que tu donnes derrière. Oui. Du coup, tu n'es pas sur la quantité. Tu ne vas pas accepter plein de collaborations parce que tu peux les avoir, toutes ces collaborations, mais parce que tu cherches à rester très fidèle à mon image, fidèle aligné avec c'est ça, tes valeurs. Tu es une artiste. C'est ça. C'est un peu pareil. C'est toi qui le dis. Je le dis pas. C'est un peu pareil. Un tableau, tu peux pas estimer un tableau. C'est seul l'artiste qui peut. C'est-à-dire que. Je veux dire, voilà. C'est pareil. C'est vrai. C'est exactement pareil. L'artiste qui met sa valeur. Exactement. Et au final, je reviens sur un point, mais les entrepreneurs aussi, quand ils estiment les prix, en tant que, moi, j'ai vu des consultants demander ce qui se fait sur le marché. Moi, je me suis peu alignée sur ce qui se fait sur le marché parce que je pars du principe que ma valeur à moi est différente. Je travaille différemment. Je fais beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions et je ne travaille pas sur la quantité, mais sur des personnes vraiment qui me parlent et qui font sens. Donc, du coup, ça c'est un élément pour moi qui peut justifier mon pricing, finalement. Donc, je reviens sur toi, Fatma. Aujourd'hui, dans ce monde d'influence, de personnes qui prennent la grosse tête, etc., comment, toi, en tant qu'agence, tu arrives à gérer ça aussi? Tu vas me dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as certainement vu des influenceuses grandir, naître, mais aussi grandir, et certainement aussi pour certaines prendre la grosse tête. Et pour certaines disparaître également. Et pour certaines disparaître. En tant qu'agence, toi, Fatma, comment tu gères cette relation
qui devrait être normalement humaine finalement. Oui, c'est-à-dire que je reste toujours en contact avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Après, je n'ai pas travaillé avec toutes les influenceuses de la Tunisie, mais comme tu as dit, j'ai vu des influenceuses naître, j'ai vu des influenceuses grandir, j'ai vu des influenceuses disparaître, j'ai vu des influenceuses se reconvertir, j'ai vu des influenceuses qui deviennent entrepreneurs. Donc, ça dépend de... Après... Est-ce qu'on va rebosser ensemble? Est-ce qu'on est amené à se voir ou pas? Mais ce que je peux dire, c'est que le métier d'influence, que tu y restes ou pas, t'apprends beaucoup de choses en Tunisie, fait grandir ton réseau, te permet de lancer un business aussi. Oui. Ça m'a aidé. Ça aide beaucoup. Justement. Il y a même des personnes qui veulent être connus, qui commencent par être influenceurs pour après lancer un business. En fait, c'est devenu une démarche. Dans l'entrepreneuriat, on appelle ça pas le mal personal branding. Aussi. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui passent par cette case personal branding pour arriver sur l'entrepreneuriat. Mais quand on voit ce qu'on gagne en tant qu'entrepreneur... Et à l'inverse, Yann, aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui travaillent leur personal branding, justement. Oui. Donc, ce n'est plus le... Même des métiers qui oui. Coach en personal Exactement. Yes. Aujourd'hui, on connaissait l'entrepreneur à travers son nom. Aujourd'hui, on le voit, on voit sa vie. Il affiche justement des positions, que ce soit dans la vie de tous les jours. On le voit avec sa famille. Il peut faire de l'associatif. Donc, l'entrepreneur aujourd'hui... L'entrepreneur aujourd'hui, on va dire qu'il était influenceur sur le terrain et il devient aussi influenceur sur les réseaux sociaux. Ça fait quelques années, moi, quand à un moment donné, j'ai commencé à voir le monde de l'influence, etc., et je me suis dit, en fait, les influenceurs de demain seront les entrepreneurs. Parce qu'il y a eu ce côté déjà authenticité. Est-ce que tu es vraiment réellement toi dans ce que tu fais ou pas? Finalement, un entrepreneur ou une entrepreneur sont livrés à eux-mêmes dans leur business, par les étapes par lesquelles ils passent, etc. Puis l'idée, c'est quoi? C'est de partager, en fait. Là, on est dans le partage d'expérience. Moi, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, d'être transparente surtout, parce qu'il y a les réussites. Pas être transparente surtout. On essaye de l'être. Sur certains points, c'est vrai, on essaye de l'être au maximum. On ne peut pas être transparente surtout parce que... Mais il y a des choses aussi, des fois, oui, tu te protèges, mais il n'y a pas que ça aussi. Pour être transparente, moi, je me dis aujourd'hui, si je vais parler négativement sur plein de choses que je vis au quotidien, qui est-ce qui va me suivre? Ils vont dire, elle passe son temps à se plaindre. Les gens, quand ils sont sur les réseaux aussi, c'est pour voir des choses qui font plaisir. Pas toujours. Il faut savoir doser, en fait. C'est pour ça que je parle de manipulation. C'est parce que si tu as envie de passer une semaine à te plaindre, tu ne peux pas. Alors que tu as juste envie de passer une semaine à te plaindre. Et donc, moi, quelque part, je me dis, là, tu es en train de manipuler un peu. Sauf si tu as un compte qui se plaint tout le temps. Et ça existe à l'étranger. Il y a des gens qui viennent juste pour se plaindre. Mais ça devient limite quelque chose de comique et non de... Bref. Pas pris vraiment au sérieux. Mais le truc, c'est que dans le monde de l'entrepreneuriat, du coup, moi, ça fait quelques années, je me suis dit, les influenceurs de demain seront les entrepreneurs. Et finalement, aujourd'hui, je vois pas mal d'influenceurs ou influenceuses se convertir vers l'entrepreneuriat. Et là, Chérine, tu as dit, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a aidée. C'est en train de m'aider en ce moment, parce que je vois que j'ai quand même... J'ai lancé le projet de mon mari via les réseaux, via mon Instagram, et j'ai vu que les gens allaient acheter mon produit pour me faire plaisir, parce qu'ils avaient confiance en moi, pour ces deux raisons-là déjà, tu vois. Donc, est-ce que ça aurait parce que aussi bien... Plan, mais justement, c'est un vrai bon plan. C'est un vrai bon plan, mais tu le sais que parce que tu es partie l'essayer. Après, ils disent, oui, en fait, elle avait raison. Et vraiment, moi, je parle de Hindi, là. Je parle de figues de Barbarie. On a des figues de Barbarie de qualité. OK, mais tu ne peux pas le savoir tant que tu ne les as pas goûtées. Et les gens reviennent. Mais oui, les gens reviennent. Mais est-ce que ça aurait autant marché si j'en avais pas moi-même parlé? Si je ne m'étais pas fait de l'autopromotion? Peut-être pas. Et je suis sûre que non, en fait. Tu vois. Pas aussi vite, en tout cas. Pas aussi vite. Ça aurait peut-être que oui. Après, c'est la loi du business aussi. Dans le business, c'est soit tu vends
Après, ouais, c'est ça. Et après, je me suis dit, moi, bon, attends, parce que j'ai un petit problème avec, tu sais, tout ce qui est valeur et tout. Donc, je me suis dit, bon, bah, après tout, tu as fait beaucoup d'efforts pour en arriver où t'es. Donc, vas-y, use it. Utilise-la, ta plateforme, que ça serve à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi tu culpabiliserais? Je culpabilise. Moi, je suis l'éternelle. Je culpabilise pour tout et n'importe quoi. D'accord. Moi, je dis, si tu fais la promotion de quelque chose qui est bon ou qui va réellement servir... Peu importe que ce soit bon ou pas. Que ça soit le tien même ou si pas. Même si c'était pas bon, j'aurais fait l'autopromo. J'aurais fait de l'autopromo. Mais après, je me dis, bah voilà, mais t'as le droit. T'as le droit parce que c'est toi qui toi qui as construit ton Instagram. Il n'y a personne qui t'a forcé la main. Donc c'est à toi, donc vas-y, utilise-le, tu vois, puisque les autres te payent pour l'utiliser. Oui, mais finalement, tu te contredis un peu aussi, Chérine, oui, quand je me tu contredis dis... tout le temps, je si, le sais. Si c'était pas dans bon, une même phrase, je dis deux contraires. Ouais, tu dis, si c'était pas bon, j'aurais quand même mais fait bien la pub, sûr. mais peut-être que je pense mais que bien sûr, si parce que bon, c'est à moi. J'ai pas assez de recul pour dire si c'est bon ou pas. D'accord. Si, je fais des gâteaux. Mais moi, je fais des gâteaux, je les aime bien, mes gâteaux. Ouais. Mes enfants les aiment bien parce qu'ils n'ont mangé que ça dans leur vie. Ouais. Et j'ai pas assez de recul pour savoir s'ils sont bien dosés en sucre, machin et tout. Donc je vais dire, ouais, ils sont bons mes gâteaux, je vais les vendre. Mais parce que tu as ton point de vue. J'ai mon point de Comme vue tu qui peux est très l'avoir pour personnel. n'importe quel autre mais produit. Je peux mentir aussi pour ma propre cause. Bien sûr, mais tout le monde ment. Là où tout le monde ment, c'est vrai. Même si tu es à 100% convaincu, tu vas maquiller les choses. Il y a une femme, comme tu disais tout à l'heure, une femme est belle. Oui, ok, elle est belle à l'état naturel, mais quand tu lui mets un peu d'eyeliner, un peu de mascara, elle est encore plus belle. Ben voilà, tu peux en... C'est pour ça que je dis que c'est de la manipulation, quelque part. Moi. Je vous remercie beaucoup. Merci, Chérine, pour ton authenticité et ton partage très riche. Merci à toi, Fatma, pour tous tes conseils. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je suis certaine qu'il va vous plaire et que surtout vous avez pu apprendre pas mal de choses de toutes ces coulisses du marketing d'influence. J'en profite aussi, encore une fois, pour remercier Landlord de nous avoir mis à disposition cette belle maison. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.